tourmente. C'est le livre que vous publiez chez Plomb. Vous racontez l'affaire Bettencourt, qui est devenue, vous le dites vous-même, l'affaire Woerth par les médias, un déchaînement médiatique. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? En tout cas, on ne peut pas dire toujours tout et n'importe quoi sans vérification, reprendre l'information qui est publiée par un site, reprise par un autre, comme un écho, comme ça, comme un feu roulant. Il y a eu, tout ça a été oublié, mais moi je n'ai pas oublié. J'étais en accusation quasiment chaque minute sur des sujets très très différents, qui étaient absolument tous totalement faux. Vous n'avez pas de réponse, vous ne pouvez jamais répondre. Quand vous êtes en face de dizaines et dizaines de gens, de sites, de blogs, de journaux, de .fr, etc., vous êtes, même si vous avez un peu idée de ce que peut être le combat politique, ou ce que peut être aussi la communication publique, il y a un moment donné, vous êtes franchement débordé. Alors après, on vous explique qu'il fallait faire autrement, communiquer autrement. En fait, j'aurais dû le faire au début, vraiment au début, on ne lisait pas les plaintes. J'aurais dû le faire au début, mais moi je ne suis pas du tout procédurier. Mais pas du tout. Vous ne pouvez pas ignorer la presse. Mais en réalité, vous ne perdez pas courage parce que vous avez plein de gens bien. C'est-à-dire que des gens qui ne vous jugent pas, toujours systématiquement. Il y a plein de gens bien, il y a plein de gens qui vous écrivent, il y a plein de gens que vous ne connaissez pas. On s'en moque totalement de vos explications. Le problème n'est pas du tout que vous expliquiez quoi que ce soit. Les gens, et surtout à ce moment-là, un certain nombre de médias s'en moquent totalement. Ce qui les intéresse, c'est de poser des questions, de trouver leurs propres réponses, et au fond, au travers de vous, finalement, vous ne comptez pas. Vous aurez des responsabilités, et plus vous élèverez dans ces responsabilités, plus vous prendrez de risques. Et on ne peut pas projeter un pays dans l'avenir avec des tabous d'hier. 60 ans, c'est pas un tabou, c'était juste un chiffre rond. Le tabou, c'est le régime par répartition. Il faut évidemment tenir compte des corps intermédiaires. Mais les corps intermédiaires, ça ne va pas être des bouchons. Les syndicats n'ont pas nécessairement raison, parce que ce sont des syndicats. Ils représentent assez peu de salariés. Donc on a discuté, on n'a pas négocié, on a discuté, c'est pas pareil. On discute, on signe rien. Et après ils font des grèves. C'est une manière aussi de gérer les choses. L'intérêt général qui peut passer aussi par ça, et pas uniquement par de l'eau tiède. L'eau tiède, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est trop chaud pour boire et un peu trop froid pour prendre une douche. Et je crois que c'est très important d'avoir des syndicats forts. Moi je milite pour des syndicats forts, hein. Plus ils font de voix, parce que ça veut dire que plus ils sont forts, plus ils attirent de salariés, plus aussi le langage doit être un langage de responsabilité. Et vous qui avez mis en musique les premières réformes fiscales du quinquennat Sarkozy, est-ce que dans le fond vous vous dites pas on aurait dû être plus juste, on aurait dû faire plus de justice fiscale parce que maintenant François Hollande fait sa campagne là-dessus et ça marche? C'est-à-dire la liste d'évadés fiscaux. Est-ce que c'était bien ou pas de révéler cette liste? Je cite et je persiste, je ferai exactement la même chose aujourd'hui. Je pense que le bouclier, c'était une très bonne chose. C'était une très bonne chose de plafonner la pression fiscale. On n'a pas su l'expliquer, et surtout la crise est arrivée, et au fond ça a donné le sentiment qu'il fallait que les Français fassent des efforts pour lutter contre la crise, et qu'il y en avait qui allaient faire des efforts, et des efforts déplafonnés, et puis d'autres qui faisaient des efforts plafonnés. On avait créé un bouclier social, d'une certaine façon, à travers du RSA, du revenu de solidarité active, qui crée une différence entre les revenus d'activité et les revenus de l'assistance, qui au fond permet de lutter contre ce qu'on appelle le phénomène des travailleurs pauvres. Mais les gens n'ont pas perçu ça, n'ont pas perçu cet équilibre-là, et le bouclier est devenu un symbole. Et en politique, il n'y a rien de pire que les symboles. Très très dur de lutter contre les symboles. On a réussi sur le symbole de la retraite à 60 ans. Mais lutter contre le symbole du bouclier, c'était quasiment peine perdue. Il ne peut pas y avoir de matraquage fiscal. Les 75% de Hollande sont une hérésie totale, ne sont même pas défendus par les gens qui font un peu d'économie, de fiscalité avec raison dans sa propre équipe. Maximum, après que la droite et la gauche n'aient pas la même notion des seuils, c'est possible. Ils croient plus à l'esprit d'entreprise, ils croient plus à la dépense publique, donc c'est différent. Et la TVA, c'est un outil de collecte, c'est pas un outil de redistribution. On ne peut pas faire dire tout à n'importe quel instrument. Mais il est assez naturel de considérer qu'à un moment donné, vous restez français, vous allez à l'extérieur, si c'est uniquement pour bénéficier d'un système fiscal un peu meilleur, il est assez logique que l'État français vous rappelle à votre nationalité. Je viens te dire à mon tour que ce qui va changer le monde.
Internet, c'est qu'on n'a pas le droit à l'oubli. Et après, je suis que c'est certain dub. Et moi, j'ai trouvé que, j'étais un peu ridicule, c'est sûr, mais j'ai trouvé que à Chantilly, personne ne savait ce que c'était qu'un dub. Donc les gens m'arrêtaient et me disaient « Ah, monsieur Vert, qu'est-ce que vous chantez bien ?» Vous vous faites des ennemis à n'en plus finir. Des gens qui sont, au fond, extraordinairement déterminés à avoir votre peau, et en même temps, vous faites évoluer les choses. Si vous êtes ministre, et que vous pensez qu'au fond, il ne faut pas prendre de risques, surtout pour vous-même, vous ne faites plus grand-chose. Vous devenez le porte-parole de votre administration. Donc il faut des boucs émissaires. Vice des boucs émissaires, Gérard l'a très bien écrit. Simplement, le bouc émissaire, pour que ce soit un bon bouc émissaire, il faut qu'il soit innocent. Sinon, c'est un mauvais bouc émissaire. Mais le bouc émissaire, il est inscrit, au fond, dans la génétique des sociétés. Et l'homme politique, c'est un excellent bouc émissaire en temps de, par gros temps et en démocratie. Et je pense que la France a plutôt à s'enorgueillir d'une classe politique honnête et engagée. Alors, si on veut que la France ne soit pas un pays de tourisme ou un pays de maison de retraite, eh bien, il faut se remuer. Et pour se remuer, il faut se réformer. Alors, première question, est-ce que, à votre avis, Carla Bruni a gagné une victoire de la musique? Non. Ah, je vous laisse l'estimer, car... C'était oui en 2003. Super. Mauvais pour moi. Oh, je suis plus sympa. C'est pas grave, ça a été filmé. François Hollande a dit qu'il... Je ne me suis pas exprimé sur la qualité de ses chansons. Laquelle vous préférez alors? Je le garde pour moi. François Hollande a dit qu'il n'aimait pas les riches. Question simple, Eric Woerth. Aimez-vous les riches? Eric Woerth, vous préférez remettre la Légion d'honneur à Yannick Noah ou à Patrice Demestre, gestionnaire de fortune de Liane Bettencourt? Alors, au fond, je choisis Yannick Noah. La crise a permis au moins une chose, c'est d'accélérer la construction politique de l'Europe. Au moins une chose. Donc, il faut l'appliquer au domaine économique, mais il faut aussi l'appliquer au domaine régalien. Et on ne peut pas accepter, avec une extension, 95 d'autres pays nous ont rejoints, on ne peut pas accepter une extension de nos frontières et en même temps ne pas se reposer la question d'une gestion politique des flux migratoires. Et donc de la protection de nos frontières. C'est pas rassurant tout ça. Les Français, ils sont, je ne sais pas s'ils sont frondeurs, ils sont par principe plutôt contre. Les Français sont très sensibles, je pense à juste titre, à cette notion de justice. Je veux bien faire un effort, mais je veux être persuadé que l'effort qui m'est demandé, je suis d'accord pour le faire. Je veux être persuadé qu'il est demandé aussi aux autres et qu'il est proportionnel à mes capacités, de toutes ces valeurs qu'on porte depuis longtemps et dont on peut être fier, et au fond qui se traduisent par un pacte républicain, et donc des valeurs qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui font de nous des Français en Europe maintenant, que toutes ces valeurs-là, si on veut qu'elles perdurent, ce ne sont pas des valeurs ringardes, si on veut que ce soit des valeurs vraiment d'aujourd'hui, il faut changer tout ce qui n'est pas essentiel autour.